Bonjour, bonjour. On va pouvoir commencer. Bienvenue à cette conférence sur les accidents du travail dans la tech. On est ravis de vous voir toutes et tous. Alors, on va se présenter d'abord. Donc, on est toutes les deux salariés de l'IT, défenseuses syndicales, adhérentes à Solidaire Informatique. On a un stand juste derrière. Notez vos questions pour la fin. Normalement, on a 5 petites minutes de temps réservées pour les questions à la fin, si on ne se mange pas trop dans le timing. Bonjour, je suis Camille Dupont avec un D comme dépression. Pourquoi dépression? Parce que je suis en burn-out depuis juin 2023 et que j'ai un peu du mal à m'en remettre. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sysadmin. Je suis également streameuse du dimanche, donc je stream vraiment le dimanche sur Twitch. C'est pour les personnes que ça intéresse de voir du mauvais gameplay. Je vous donnerai mon pseudo sur le stand de tout à l'heure. Et je suis également l'humaine de 2 chats, Biwa et Tinou, qui sont les amours de ma vie et sans qui je ne serais probablement plus là. Bien. Et moi, je suis Camille Dupont. Je pense qu'on va se marcher dessus tout le long, tu crois? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? On tourne? On tourne pas? Ok. Donc moi, je suis ouvrier de la mécanique, historiquement. Je suis devenu ouvrier de l'informatique depuis 2018. Je préviens ma dépression en faisant du collectif. Et je suis aussi élu CSE. Je suis délégué syndical et défenseur syndical. Je m'appelle donc Camille Dupont avec un T comme turnover. Et mon humeur est plutôt chouette. Vous êtes nombreuses et nombreux. L'amphi est grand, ça fait plaisir. On se demande si vous nous avez vus l'année dernière à Mixit. Trop bien. Effectivement. Eh bien, parfait. Alors, quoi? Ah, on va essayer. Du coup, ce sont des pseudonymes. Il y a certaines têtes que je reconnais dans la salle. Pourquoi des pseudonymes? Eh ben, c'est assez simple. Déjà, l'idée, c'est d'abord de parler du sujet et pas de nous. Parce qu'en fait, le sujet est plus important que nos égos. Il y a aussi un côté un peu maîtrise de notre réputation numérique, histoire qu'on nous trouve pas en première page de Google dès qu'on cherche notre nom. Et enfin, l'idée, c'est aussi d'aller au-delà de nos entreprises respectives, parce que les problématiques qu'on va exposer sont plus globales que juste concernant nos entreprises. Vous avez également des textes qui sont bleus, ce sont des liens auxquels vous pourrez accéder dans le PDF que vous pourrez retrouver sur les pages de nos profils sur le Mixit, sur le site du Mixit, vous pourrez accéder aux liens où il y a donc les liens correspondants. Du coup, là, on va vous présenter un peu le sujet en lui-même. Donc, pour ça, on vous a prévu un bref historique de comment est-ce qu'on en est arrivé à la définition des accidents du travail. Ensuite, qu'est-ce que c'est concrètement? Et enfin, eh ben, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, un peu d'histoire. 1898. L'arrivée dans le droit de la présomption de responsabilité de l'employeur. C'est la première pierre, en fait, pour l'existence des accidents du travail dans le droit. Ça s'est pas fait sans lutte. C'est 18 ans de discussion au Parlement de l'époque pour arriver à ce que cette loi passe. Étonnamment, le patronat n'était pas vraiment super motivé à l'idée de protéger les salariés, mais il y a quand même un fait que les salariés étaient quand même passablement abîmés et que ça entrave aussi la bonne marge de l'entreprise de ne pas trouver des salariés en bonne santé. Donc voilà un petit peu l'origine de tout ça. En 1905, on a l'obligation d'assurance des employeurs, parce que du coup, il y a eu le cheat code qui est de se dire « Ah, effectivement, je dois m'en occuper, mais j'ai plus de sous ». Donc, à partir de 1905, les employeurs ont l'obligation de s'assurer pour les risques propres aux accidents de travail. En 1919, on intègre au dispositif accident de travail le dispositif des maladies professionnelles, notamment parce que le plomb et le mercure à l'époque font des ravages parmi les ouvrières et les ouvriers. 1946, on rattache cette branche maladie professionnelle, on rattache la branche maladie professionnelle et accident de travail à la sécurité sociale. C'est ce qui naît, du coup, c'est de là que vient la branche ATMP, comme on l'appelle, accident de travail, maladie professionnelle. Et c'est un budget à part qui permet justement d'assurer son fonctionnement. Petite info, on n'en parle pas, mais la branche est très largement excédentaire. Les employeurs cotisent beaucoup plus que l'on dépense pour les salariés.
Du coup, petite phrase des directeurs généraux de l'OMS et de l'OIT. Personne ne devrait tomber malade ou mourir en faisant son travail. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et c'est là que je vais vous rappeler l'existence de mon article du Code du travail préféré, le seul dont je connais le numéro par cœur. Le L4121-1 du Code du travail, qui est donc l'obligation de protéger, obligation de résultat, et non pas de moyens, de protéger la santé de ses salariés, la santé mentale, mais aussi la santé physique. Donc, là maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet sur qu'est-ce qu'un accident du travail. Donc déjà, qui parmi vous en a déjà déclaré un? 12, ok. 12 personnes, ok. Qui parmi vous a déjà rédigé une attestation de témoignage, un CERFA, dans le cadre d'un accident du travail? Ok, 4. 4. 4 personnes, ok. Et qui parmi vous a déjà renoncé à déclarer un accident du travail? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok, 7 personnes. 8. Allez, 9, on va dire 9. Un petit peu moins d'une dizaine de personnes. Ok. Tu veux noter? euh... on va y arriver. Hein. On a quelques imprévus. Tout va bien. Donc, du coup, l'accident du travail en lui-même est donc défini par l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, que je vais vous lire, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce blabla juridique? Globalement, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail, et à toute personne travaillant pour un employeur. Donc, à savoir que comme c'est vraiment à l'occasion du travail, si vous êtes en télétravail et que qu'il vous arrive quelque chose, genre que vous vous faites mal, par exemple, ça peut être considéré comme un accident de travail. Mais ça peut être généralement plus facilement contestable par l'employeur ou par la CPM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie. Et est-ce qu'il y a des indépendants dans la salle? Ah, quand même, quelques-uns. A priori, vous n'êtes pas concerné, sauf cas spécifique, certains statuts très particuliers, mais là, on ne va pas l'évoquer plus concrètement pour aujourd'hui. Alors, concrètement, un accident de travail, c'est un événement précis qu'on va pouvoir dater. Il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et il est susceptible de provoquer une atteinte à la santé, que ce soit la santé physique ou la santé psychique. Ce qui est important là-dedans, c'est que grâce à ça, on dresse ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. À partir du moment où ces 3 critères sont respectés, on considère par défaut, sans aucune autre considération extérieure, que c'est un accident de travail. Et donc du coup, si un de ces 3 éléments manque, c'est à la victime d'apporter les preuves matérielles que effectivement c'est bien un accident de travail. C'est important pour la suite, on va le voir. Donc concrètement, dans le droit, ça veut dire quoi? Une lésion physique. Donc ça, normalement, il y a assez peu de débats. Quand quelqu'un se blesse physiquement sur le lieu de travail, généralement, il y a plutôt un consensus pour dire effectivement, machine s'est fait mal au dos, s'est cassé une jambe, saigne, etc. Bon, là-dessus, il y a assez peu généralement de contestation, même si ça peut arriver aussi. En revanche, pour les autres cas, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, sur les 4 exemples qui suivent, sont des décisions de justice, cour d'appel, cour de cassation ou tribunal administratif de la sécurité sociale, qui permettent d'acter que des situations sont bel et bien des situations d'accident de travail. Donc en premier lieu, on a la chute en pause, repas, pendant du télétravail. C'est très récent, hein, c'est une décision de justice qui date du mois de septembre, et donc qui permet d'acter le fait qu'une personne en télétravail chez elle chute sur le temps de pause méridienne. C'est bel et bien un accident de travail sans aucune autre, parce qu'on est bien dans la présomption d'imputabilité.
La suite, on a un infarctus, cas d'infarctus qui a été effectivement traité 2 fois en justice. Un infarctus sur le temps et le lieu de travail, c'est un accident de travail. La vaccination, qu'elle soit obligatoire ou recommandée, c'est aussi, si c'est des conséquences sur la santé, c'est aussi un accident de travail. Et enfin, on a le cas effectivement d'un malaise d'un salarié électrosensible. Pareil, au temps et au lieu du travail, c'est un accident de travail. Électrosensibles, c'est des personnes qui vont avoir des sensibilités aux ondes électromagnétiques. Du coup, les liens sont, je l'ai déjà dit, sont les liens directs en fait que vous allez avoir pour retrouver les décisions de justice correspondantes. En ce qui concerne le psychique, là, on est déjà un peu plus dans des situations qu'on rencontre dans nos métiers, parce qu'effectivement, on est plus amené à faire du travail, je dirais, sans contrainte physique sur un ordinateur. Et donc, on a 2 décisions de justice qui actent bien le fait qu'un syndrome anxio-dépressif après un entretien d'évaluation, oui, c'est un accident de travail. Depuis plusieurs mois, dans mon entreprise, j'explique aux collègues que pleurer sur le lieu de travail, ce n'est pas normal. C'est un accident de travail. En tout cas, pleurer au travail, c'est suffisant pour déclarer un accident de travail, quelles que soient les conséquences que ça a. On ne vient pas au travail pour pleurer. La non prise en compte de la fragilité supposée des salariés ou des antécédents. Ça veut dire quoi? L'employeur, voire la CPM, mais là on est plutôt dans le cas de l'employeur, peut être amené de dire mais ce salarié, il était déjà un petit peu fragile. Hein. On le sentait, il n'était pas très en forme. Ça fait quelques jours qu'on ne le sent pas dans ses baskets. C'est pas un accident de travail, hein, c'est de sa faute. Non. Autant, au lieu du travail, on ne détériore pas la santé d'une salariée, d'un salarié dans le cadre du travail. Et enfin, une agression verbale, se faire insulter dans le cadre du travail, c'est un accident de travail aussi. C'est reconnu en tant que tel, avec ou sans arrêt, bien sûr, mais avoir un choc émotionnel suite à des insultes au travail, c'est pas acceptable. Bien. Il y a d'autres typologies de choses qui peuvent arriver, en raison du travail et qui sont bien différentes de l'accident du travail en elle-même. Il y a notamment donc l'accident de trajet qui lui est défini par l'article L411 du Code de la sécurité sociale que je vous épargne. Et en résumé, c'est un événement soudain et imprévu qui vous a causé un dommage corporel et s'est produit entre la résidence et le lieu de travail et vos lieux de travail et votre lieu de restauration. Là, pour ce type d'accident-là, il faut que ce soit un trajet habituel. Donc, par exemple, ça va être le trajet que vous faites habituellement pour rentrer chez vous. Si, par exemple, vous avez des enfants et que vous les déposez à la crèche ou à l'école, il faut que ce soit des trajets habituels. Donc, si vous y allez, par exemple, toutes les semaines, le mercredi, à ce moment-là, c'est un trajet habituel. Mais une fois tous les 3 mois, ce n'est pas un trajet habituel. À noter également, par exemple, sur le lieu de travail concernant les pauses repas, ça peut être, par exemple, si vous êtes allé acheter votre sandwich du jour à la boulangerie du coin et il y a une trottinette qui vous a roulé sur le pied. Ça m'est déjà arrivé, c'est extrêmement douloureux, sachez-le. Et ben, c'est un accident de trajet, mais du coup pas un accident du travail. Vous avez également la maladie professionnelle qui, elle, est souvent confondue avec l'accident du travail, ou du moins, il y a un grand flou qui est très entretenu concernant la maladie professionnelle. Donc, la maladie professionnelle, c'est une maladie considérée comme... c'est une maladie qu'on contracte à cause du travail, quoi. Donc, c'est une procédure qui est très longue et très différente de l'accident du travail. Il y a déjà tout un tas, il existe des grilles et des listes qui présentent tout un tas de maladies professionnelles. Donc, ça peut être ce qui est en lien avec l'amiante, avec le plomb, certains cancers reconnus, ce genre de choses. Et à partir du moment où vous rentrez dans cette liste-là, vous êtes sûr, vous pouvez être reconnu maladie professionnelle. Mais si vous en sortez, c'est possible aussi, mais c'est plus compliqué. À savoir également que l'accident du travail peut déboucher sur une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, mais c'est pas systématique. Et encore une fois, c'est une procédure qui est longue et complexe, quoi. Le petit point stat. Les personnes qui ont cette blague, désolé, on n'est plus si jeune que ça. Donc vous avez une étude de l'ANACT qui a été faite
en 2021-2022 qui parle. Donc l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et qui a fait notamment un suivi des statistiques des déclarations d'accidents. Donc vous voyez que là, la bonne nouvelle, c'est que on a une baisse d'à peu près 11% entre 2001 et 2019, ce qui semble indiquer que on a une réelle amélioration de la prise en compte des problématiques de santé au travail et donc une amélioration des conditions de travail et de la prévention. Je vois qu'il y a quelqu'un qui suit et qui entend venir le mais. Et là, on voit que, félicitations, messieurs, il y a une baisse de 27% sur cette période-là des accidents du travail. Et là, normalement, les personnes, vous sentez venir le plot twist. Et très grosse augmentation de l'accidentologie au travail concernant les femmes. C'est ballot, il faut qu'on fasse mieux les meufs. Du coup, on pourrait faire un sujet assez long, mais ça nécessiterait une conférence spécifique sur l'accidentologie au travail en fonction du genre. Mais du coup, nous, on vous recommande plutôt d'aller voir l'enquête qui s'appelle donc Photographie statistique de la sinistralité au travail en France selon le sexe, qui est donc réalisée par l'ANACT. Que vous trouverez sur leur site et que on vous a mis en lien dans la présentation et qui donc donne un aperçu plus détaillé de toutes ces problématiques-là. Comment ça marche, tout ça? Ça commence par une déclaration. Donc, cette déclaration, elle commence à l'heure de la situation accidentelle. L'étape suivante, elle dure 24 heures. C'est le délai maximum pendant lequel la victime doit déclarer à son employeur l'accident de travail. Évidemment, en cas de circonstances exceptionnelles empêchant la victime de le faire, n'importe qui peut informer l'employeur de cette situation. On va insister sur la procédure et sur le côté strict parce que c'est le principal motif de refus de la CPAM des accidents du travail, c'est si la procédure n'est pas respectée. 24 heures. Dans un délai qui suit cette déclaration, l'employeur doit au plus vite fournir à la victime une feuille d'accident du travail par le CERFA qui est indiqué en lien. Cette feuille va permettre ensuite d'aller voir le médecin de la victime, en tout cas que la victime va voir avec son médecin. Et 48 heures après la déclaration, après l'accident, ou la déclaration, j'ai un doute, ça y est, l'entreprise se doit de transmettre cette déclaration à la CPAM. Si elle ne le fait pas, elle commet une faute. Et dans ce cas-là, la victime va avoir 2 ans pour faire cette déclaration par une procédure à part, qui n'est pas la procédure générale. Et voilà, qui est un cas exceptionnel, mais ça reste une possibilité. Ensuite, la victime, avec son médecin, fait une visite médicale. Ce médecin établit un certificat médical initial. Le CERFA est différent, il est indiqué également en lien. Ce CERFA, normalement, il faut bien cocher effectivement la case origine professionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est complètement la faute de l'employeur. Ça veut dire qu'il y a un lien entre l'état de santé constaté par le médecin et le travail de la personne. C'est facilité si effectivement vous avez pu transmettre le CERFA de votre entreprise à ce moment-là. C'est un angle qu'on ne traite pas, mais d'expérience, on a déjà aussi des difficultés importantes dans la relation médecin-patient. Et pour certaines victimes, le premier obstacle à la reconnaissance de l'accident du travail, c'est leur propre médecin, qui n'est pas forcément là. Donc, voilà. Ensuite, ce certificat médical, il doit être transmis à l'employeur afin de pouvoir finaliser cette procédure. Et donc, maintenant que la procédure et que la déclaration est faite, l'employeur va avoir 10 jours pour émettre des réserves, c'est-à-dire contester la déclaration ou en tout cas le caractère professionnel. Et en fonction de ces réserves et de la procédure qui va suivre, la CPAM, dans les 90 jours, doit se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de la situation accidentelle. L'employeur ne peut pas refuser une déclaration d'accident de travail. C'est une faute, c'est un tort. La procédure permet d'en discuter après, mais la priorité, c'est on déclare, on n'entrave pas la déclaration et ensuite, on traite. Toute la procédure, qui n'est pas énormément complexe, mais qui a quelques branches, est disponible sur le site d'Amélie. Je vous invite effectivement à suivre le lien qui sera fourni avec la présentation. Dans cette procédure, il y a effectivement des
témoin potentiel. Ce rôle, il est capital. L'employeur arrive toujours à trouver des témoins. Plus la boîte est grande, plus il trouve de témoins. Les victimes, beaucoup moins. On a un problème, c'est que la relation de travail, salarié-employeur, et je l'ai noté, c'est une relation de subordination, une relation asymétrique. Et donc, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde sait que écrire une attestation qui soutient un salarié contre son employeur, tout le monde va avoir cette musique dans la tête qui dit « Est-ce que je ne mets pas en fait ma carrière en danger ?» Donc, créez du lien avec vos collègues quand tout va bien. C'est ce qu'on entend beaucoup sur le stand, c'est ce qu'on entend beaucoup dans nos entreprises, qui est de se dire c'est trop bien ce que vous faites, mais honnêtement, les syndicats, c'est pas la peine, ça va trop bien chez nous. En fait, créez du lien. C'est ce lien-là, en fait, qui sera utile et qui vous permettra de traiter les problèmes quand ils vont se pointer. Et demandez conseil à vos représentants. Si dans vos entreprises, vous avez des élus, des représentants du personnel, du CSE, des délégués syndicaux, etc., contactez-les. Ils sont là pour vous aider. Eux ont un mandat protecteur. On l'a expliqué dans notre conférence l'année dernière. Et donc, eux vont pouvoir témoigner, en tout cas avec beaucoup moins de risques d'en subir des conséquences directes. Un témoin est toujours protégé, hein, sauf qu'une fois que vous êtes licencié quand même. C'est à vous d'aller au tribunal pour dire que ce licenciement il était abusif parce que vous avez fait un témoignage. Quand vous êtes salarié protégé, il faut d'abord convaincre une inspection du travail de vous licencier, ce qui peut effectivement changer globalement la donne. Et n'hésitez pas à contacter un syndicat. À ce moment-là, c'est probablement un peu tard, mais ma foi, c'est toujours mieux que de ne pas le faire. Ouais, pour vous accompagner dans les démarches, vous aider à ne pas faire de loupés. Et comme je disais tout à l'heure, pour éviter que ça bloque déjà au niveau de la recevabilité de la déclaration. Du coup, on a parlé un peu de contestation de l'employeur donc, au cours de cette présentation. Donc, il y a ce qu'on appelle un courrier de réserve qui peut être envoyé par l'employeur pour contester selon lui la réalité de l'accident. Donc ce courrier est généralement envoyé parce que en fait, quand plus il y a d'accidents de travail qui sont déclarés dans une entreprise, plus l'employeur paye de cotisations, Donc forcément, c'est comme une assurance, un fonctionnement classique d'une assurance. Plus il y a de risques pour l'assurance, plus la cotisation est élevée. Donc généralement, les employeurs sont pas très motivés pour faire les déclarations. Et ce courrier est généralement utilisé donc dans l'enquête de la CPAM, qui est une enquête contradictoire, où en fait on présente les éléments et les arguments de la victime et les arguments de l'employeur. Et à ce moment-là, la CPAM après départage si ça lui semble être lié au travail ou pas. Et ensuite, et après, généralement, c'est généralement à ce moment-là qu'on découvre les réelles intentions de l'employeur en matière de santé de ses salariés, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui affichent sur la façade, oui, on tient beaucoup à nos salariés, on les bichonne, on leur offre des petits déj, des choses comme ça. Mais dès que y a un problème d'accident, étonnamment, tout de suite, voilà quoi. C'est généralement là qu'on voit le beau vernis qui craque et qu'on voit à quel point c'est moche dessous. À savoir aussi que ce type d'épreuve, généralement, c'est assez dur pour les victimes, notamment parce que beaucoup d'employeurs vont faire à peu près tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que l'accident ne soit pas reconnu. Et pour les victimes, c'est vraiment une épreuve difficile. Donc, si vous connaissez des personnes dans votre entourage, ou même si vous êtes vous-même victime d'un accident, n'hésitez pas à vous faire accompagner et ne restez pas seul, quoi. On vous a prévu quelques exemples de réserve employeurs pour vous montrer. Alors, c'est des exemples issus de vrais dossiers qu'on a traités ensemble. À savoir que ça peut potentiellement choquer certaines personnes ou vous rappeler des mauvais souvenirs, mais malheureusement, tout est véridique. Premier exemple, la défense du management. Donc, la victime indique que le prétendu accident fait suite à la situation. Là, on a à peu près 3 paragraphes de justification sur le fonctionnement de l'entreprise, sur comment ça marche, la hiérarchie, tout ça. Bref, histoire de bien noyer le poisson. Si mes souvenirs sont bons, on appelle ça la défense Chewbacca d'ailleurs. Je vous invite à lire la page Wikipédia. C'est toujours très drôle et très grinçant.
Il ne s'agit donc nullement d'un comportement déplacé ou irrespectueux de le collègue en question, dès lors que cette action était justifiée et proportionnée au but recherché. Donc là vraiment, l'idée c'est vraiment de noyer le poisson et de dire en gros, alors voilà, c'était pas un accident parce que ça fonctionne comme ça chez nous, quoi. À noter également qu'il y a des fautes sur certains trucs, c'est les fautes de l'employeur, c'est pas les nôtres. Autre exemple, la négation de l'état de la victime. La victime n'était pas dans un état de détresse et n'a pas été prise de tremblement, contrairement à ce qui a été indiqué dans la déclaration de son prétendu accident. Voilà, effectivement, l'employeur est toujours la meilleure personne à viser pour savoir dans quel état était la personne. Plusieurs attestations restantes le confirment. Donc, on revient sur la procédure qui se fait en plusieurs étapes. À ce stade-là, l'entreprise communique ses réserves, mais n'a pas nécessairement à produire les attestations nombreuses qu'elle promet, hein, en plus. Donc, ça corrobore ce qu'on expliquait tout à l'heure. Hein. L'entreprise est très confiante sur le fait d'avoir moult attestations pour assigner en tout cas pour assurer ses propos. Un autre exemple assez rigolo, la négation de la présomption d'imputabilité, ça ce que vous expliquez tout à l'heure, rapport aux faits et au lieu du travail. Donc, les seules affirmations de la supposée victime dans sa prétendue déclaration d'accident, non corroborées par des éléments objectifs, ne suffisent pas à caractériser un accident du travail. Donc là, on a déjà tout un tas de petits mots, genre supposée victime, prétendue déclaration d'accident, tout ça. Qu'on retrouve beaucoup pour vraiment dénigrer le fait que la personne n'est pas victime d'un accident pour l'employeur et à noter que là en fait dans ces cas-là c'est à la victime vraiment de montrer que si c'est dû à son travail et voilà quoi. Négation de l'avis médical, autre exemple. C'est proche de ce qu'on a vu déjà précédemment. Donc, la victime doit être considérée, enfin en tout cas, les affirmations de la victime doivent être considérées comme de simples manifestations émotionnelles qui ne sauraient constituer un événement soudain. Absence de tout fait, et donc forcément cette déclaration n'est pas recevable. On est ravis, hein, alors à moins de travailler dans une entreprise où effectivement c'est le propre responsable de l'entreprise qui était le médecin de la personne et qui a fait le certificat médical initial, ça marche pas, hein. Il y a un médecin, il y a un certificat médical, donc à aucun moment l'entreprise peut se permettre de dire que le médecin a un avis qui compte pour du beurre. C'est une question. L'entreprise. La responsable de l'entreprise, le responsable de l'entreprise, peu importe. Légalement, c'est la personne qui est en charge de représenter l'entreprise. Dans cet exemple, c'est la DRH. Ça pourrait être le président, le directeur, peu importe. Une personne qui a une délégation de pouvoir pour parler au nom de l'entreprise. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la manœuvre est effectivement de s'adresser à la CPM en disant mais nous on sait très bien, etc. Donc on le dit tout à l'heure, on ne sait pas du tout comment ces dossiers sont traités au niveau de la CPM. Personnellement, j'aime à croire que les personnes qui traitent les dossiers voient évidemment les gros biais et les grosses ficelles qui sont utilisées. Pour info, tous les dossiers qui sont présentés là ont tous, sauf un pour l'instant, ont été reconnus par la CPAM. Donc, a priori, la CPAM partage en tout cas notre interprétation des différents exemples, quoi. Donc voilà, l'employeur n'est pas plus malin que la CPAM ou que le médecin. Autre exemple intéressant, et là qui est l'occasion de vous parler des différents types de témoins qui existent pour la CPAM. Donc il existe deux types de témoins différents. Donc vous avez les témoins directs qui eux ont assisté vraiment à l'événement et les témoins donc indirects qui ont vu la victime avant et ou après la situation d'accident, quoi. Donc la contestation ici, donc le témoin n'est pas un témoin direct du prétendu accident car il n'est pas présent lors de la réunion, donc la date de la réunion. Il est en fait la première personne avisée par la victime. Cette présence mensongère interroge l'entreprise. Donc là, dans ce cas-là, en fait, on a un témoin indirect puisque c'est la première personne avisée par la victime de l'accident et l'employeur essaye de dénigrer son statut de témoin, quoi. On rappellera juste que quand on signe une attestation de témoignage, donc dans le CERFA, il y a une seule partie qu'on doit remplir à la main. Avec son sang.
Et donc, ça dit est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de fait. Alors, je crois que c'est matériellement incorrect. Matériellement mensonger ou un truc comme ça. Mais on l'avait noté dans les notes, mais il y a trop de notes, voilà, pour cette partie-là. Mais bref, j'en ai pas assez rempli pour la connaître par cœur, cette phrase. Et donc en gros, ça veut dire que quand on fait un témoignage incorrect, on risque tout simplement de payer une grosse amende et d'aller en prison. Personnellement, je crois que c'est ton cas aussi, Camille. Quand nous, on a eu besoin de remplir des attestations, depuis le temps, on attend toujours nos assignations au tribunal pour contester les faits qu'on a présentés, quoi. Et le meilleur pour la fin. Allez, c'est bientôt fini. Donc, compte tenu des similitudes des déclarations d'accident avec celles effectuées par différentes victimes, et donc là, en l'occurrence, il va y avoir une quantité importante de victimes de l'entreprise qui sont transmises donc à la CPAM, aux personnes ayant accès au dossier. Voilà, nous on a eu bon temps de ne pas les afficher, mais l'employeur se chaîne pas pour ça. Il s'agit ici du énième prétendu accident déclaré à la suite d'un entretien avec manager RH en 7 mois. Alors, il manque un prétendu, on est content parce qu'effectivement, on était habitué à les voir partout. On remercie l'entreprise vraiment de nous aider à montrer le caractère systémique en fait du mauvais traitement des salariés. Ça va vraiment nous aider pour la suite des choses. Et cet exemple n'est pas fini. Donc la suite, c'est à la date. Avant cette date, l'entreprise n'avait jamais eu à connaître ce type de déclaration de travail. C'est incroyable. En fait, à chaque fois, même si le périmètre de l'entreprise change, il y a toujours un témoin en commun, donc il est nommé bien évidemment. Et l'état de détresse est similaire. Donc là, très honnêtement, on ne sait pas comment on traite ça, la CPAM, mais franchement, ça ressemble à un but contre son camp, quoi. Enfin, moi, j'attends de voir. C'est tout nouveau pour nous, tout ça, en déco, donc voilà. Et c'est bien, on est en avance. Du coup, on est en avance, on aura plein de temps pour les questions, c'est bien. Du coup, maintenant qu'on a un accident du travail qui est reconnu, félicitations. C'était pas facile, mais on est arrivé jusque-là. Qu'est-ce qui passe après? Alors là-dessus, nous, on manque un peu d'expérience là-dessus, mais idéalement, dans un monde idéal de bisounours où tout se passe bien, qu'on peut déjà faire une première partie d'enquête, donc que ce soit avec les syndicats ou avec le CSE ou avec d'autres personnes dans l'entreprise qui souhaitent améliorer les choses. Déjà prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui s'est passé pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc là-dessus, il y a plusieurs types d'outils qui existent. Nous, on vous en a cité 2. Donc il y a l'arbre des causes ou les 5 pourquoi, le répéter 5 fois pourquoi à la suite pour essayer de remonter à la racine. Sachant que si on remonte plus, généralement, à la fin, on arrive sur paf, c'est le capitalisme. Forcément. Forcément, à un moment, on en arrive toujours là, quoi. Et puis après, c'est une fois qu'on a analysé le problème, à ce moment-là, on peut modifier l'organisation du travail et faire en sorte d'améliorer les choses pour que ça ne se reproduise pas. Et après, du coup, anticiper également la reprise du travail de la victime après son arrêt, si cette personne a eu besoin d'un arrêt, pour faire en sorte qu'elle ne tombe pas malade de nouveau, quoi. Nous, pour le coup, malheureusement, on n'a pas énormément d'expérience à vous donner là-dessus, de faits concrets, puisque nous, on en est arrivé juste après la reconnaissance. Et donc, pour l'instant, on attend un peu de voir ce qui va pas. On tente des choses avec nos employeurs, des choses comme ça, quoi. Mais en gros, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas plus de choses que ça à vous dire là-dessus. Et d'une façon générale, pour les dossiers qui sont en cours, on évite de donner publiquement des infos un peu sensibles. Mais si vous souhaitez avoir des exemples un peu plus concrets et un peu plus précis, n'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand. On est juste à côté de l'entrée de l'auditorium Hamilton, donc n'hésitez pas à passer faire coucou. En plus, on a des super stickers qui ont trop la classe. Donc en résumé, restez pas seul, c'est la clé. Parlez à vos représentantes du personnel. Ça peut des fois être compliqué, mais en tout cas, c'est censé être des vrais alliés dans votre entreprise. Syndiquez-vous, hein, voilà. Elle était un peu facile celle-là. Toute cette présentation pour en arriver là. Quelle stratégie. Formez-vous. Alors, un petit point sur le CFE-SES qui est le congé formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Et oui, le syndical
attention, méfiez-vous, il fait tout de suite réagir la direction. C'est un droit magique, incroyable. Il offre au cas général 12 jours de formation par an par salarié. Levez la main les entreprises, les salariés qui ont 12 jours de formation par an payés par l'employeur. Ok, il y en a 2, 3, 4. Bref, ça c'est un droit qui est dû à tout le monde. L'employeur ne peut s'y opposer que sous conditions quand même qui sont assez restrictives. Et votre salaire est maintenu pendant ces 12 jours. Le revers de la médaille, on va dire, c'est que seuls sont habilités à dispenser ces formations des organismes de formation qui sont associés aux syndicats. Et donc, en appelant à utiliser ce droit, clairement, la direction vous note syndicaliste, risque potentiel. Et donc, si vous n'avez pas de mandat protecteur dans votre entreprise, vous prenez un risque à utiliser ce droit-là. C'est moche, mais c'est une réalité et ensemble, on a besoin que ça change. En tout cas, ce droit existe et c'est un vrai sujet. Oui. Tout à fait. Si vous voulez suivre ces formations tout en gardant un minimum de discrétion vis-à-vis de votre entreprise, vous pouvez poser des congés pour pouvoir les suivre et vous devez des comptes à personne. Mais effectivement, du coup, vous tapez dans votre solde de congé. Et voilà. Question pour finir. Et du coup, après cette présentation, qui parmi vous pense avoir été victime d'un accident du travail? On en a un peu plus là quand même, j'ai l'impression. Peut-être une... Attends. T'en comptes 20? Ouais, donc ça fait 8 de plus. Ça fait 8 personnes de plus. On a bien bossé, félicitations. Et donc, qui pense que vous connaissez une personne ou des collègues qui ont été victimes d'accidents du travail? Ok, on a presque toute la salle, merveilleux. Merci Camille. Merci Camille. On va juste rajouter un micro remerciement. Personnellement, je remercie l'épicerie séquentielle qui nous a fait ces merveilleux badges. Je suis Camille Dupont, voilà, qui est une association d'auteurs et autrices lyonnais qui font les rues de Lyon. N'hésitez pas à vous abonner. C'est 3 € par mois et c'est vachement bien. Et merci aussi à Marjolaine, Julien, Samira, Corinne, Céline, Clément, Gabriel et un vrai Camille qui nous ont aidés à construire cette présentation et à l'améliorer sur ces derniers jours. Merci à eux. Et si vous avez des questions, donc le code barre, c'est pour pouvoir trouver directement les sources de cette présentation. Et on vous invite à nous laisser un petit message sur la page Mixit de la présentation pour nous aider à améliorer celle-ci.